Alors je veux tout d'abord souhaiter la bienvenue parmi nous à Willy Bourgeois. Où est-ce qu'il est? Voilà, Willy Bourgeois. Et Éric Lançon. Qui rejoignent aujourd'hui notre Assemblée suite au départ de Sylvie Laroche et de Denis Sommer. Denis Sommer et Sylvie Laroche qui, pour des raisons différentes, ont fait le choix de ne plus siéger à nos côtés, mais chacun sait quel fut leur engagement très fort, l'un sur la formation, l'autre sur le développement économique pour la réussite de notre territoire. Je voudrais aussi, en ce début de séance, saluer celles et ceux qui ont fait vivre notre démocratie en se présentant aux élections sénatoriales au mois de septembre et féliciter les 4 nouveaux sénateurs qui ont désormais la responsabilité et l'honneur de représenter notre région. J'ai invité d'ailleurs le 18 octobre prochain, donc c'est la semaine prochaine, l'ensemble des parlementaires bourguignons-franc-comtois pour leur présenter les missions de la région et réfléchir sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour la réussite de notre territoire. Je pense par exemple à l'achèvement de la ligne TGV Rhin-Rhône, la deuxième phase de la branche Est du Rhin-Rhône, pour laquelle je rencontrerai le 8 novembre, avec de nombreux élus de notre région, la ministre des Transports. Alors, en ce début de séance, tout d'abord, je voudrais vous dire que nous pouvons nous réjouir que notre région crée à nouveau des emplois. En un an, d'après l'INSEE, nous avons créé près de 10 000 emplois supplémentaires, nous situant ainsi au-delà de la moyenne nationale. Et pour la première fois, depuis 2011, l'industrie crée à nouveau des emplois stables. Nous avons beaucoup souffert depuis 2008. Notre région a particulièrement souffert de la crise mondiale parce que nous sommes une des régions les plus industrielles de France. Et ce sont les régions industrielles qui ont vraiment fortement pâti de la crise de 2008. Mais je vois que notre industrie, qui prend les moyens de l'innovation, de la numérisation, de l'usine du futur, notre industrie se relève. Je le vois partout sur les territoires, avec des chefs d'entreprise qui investissent, qui innovent, mais qui se plaignent tous, qu'ils soient artisans ou plus grosses entreprises. Ils se plaignent tous de ne pas trouver les compétences dont ils ont besoin, ce qui nous amène à redoubler d'efforts sur les champs de la formation, de l'orientation aussi en direction des parents et des enseignants, et de la sensibilisation de tout notre territoire au métier de l'industrie. Il faut que nous arrivions à faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a un avenir dans notre industrie locale. Nous aurons d'ailleurs une nouvelle campagne de communication à ce sujet en début d'année prochaine. Je voudrais aussi rapidement faire état, notamment pour nos collègues qui ne siègent pas à la commission permanente, d'un certain nombre de dossiers importants qui ont avancé depuis notre dernière assemblée plénière qui date du mois de juin. Dans le domaine du développement économique, l'agence économique régionale a été créée et lancée le 29 septembre. C'était un de nos engagements. Cette agence est créée, sa directrice recrutée et l'agence est au travail. Dans le domaine de la formation, nous avons signé un aval avec l'État pour la poursuite du plan 500 000. Après avoir ouvert 11 300 places de formation supplémentaires pour les chômeurs en 2016, 2 800 demandeurs d'emploi supplémentaires seront formés au second semestre 2017. Et l'engagement que nous avions pris donc de former 120 000 demandeurs d'emploi d'ici la fin du mandat sera tenu. Nous avons également permis à 1000 demandeurs d'emploi de faire une formation préalable à l'embauche grâce au Fonds régional d'appui à la professionnalisation, et cela a bénéficié notamment à des salariés de Peugeot, à des salariés d'Hermès. Ce travail sur la formation qui est devenu un enjeu de taille pour le développement économique et pour le développement de nos territoires, nous le poursuivrons en novembre avec 10 réunions
que je vais animer personnellement avec Madame la préfète de région dans les bassins d'emploi pour aller au-devant des élus et des chefs d'entreprise pour, ensemble, partager des diagnostics, élaborer des plans d'action pour faire évoluer la carte des formations en fonction des besoins, pour décloisonner lycée professionnel, formation continue et apprentissage. C'est un enjeu de taille pour le développement économique. Et le développement économique, il est au centre de notre assemblée d'aujourd'hui, avec les 3 schémas qui vous seront présentés sur l'agriculture, sur l'internationalisation des entreprises et sur le tourisme. Je voudrais en profiter pour remercier les services de la région pour l'énormité de la tâche qu'ils ont à assumer. Nos chantiers sont nombreux parce qu'ils sont à la mesure de nos engagements de mandat et notre reconnaissance est profonde à l'égard du travail accompli. Pour ce qui concerne l'agriculture, près de 300 acteurs du monde agricole ont participé à l'élaboration du plan régional de développement de l'agriculture sur lequel nous reviendrons tout à l'heure avec Sophie Fonkerny. Nous nous sommes mobilisés depuis 1 an et demi face à la crise. Vous savez que nous avons repris l'ensemble des aides agricoles que les départements ne pouvaient plus verser suite à la loi NOTRe. Le budget de l'agriculture est ainsi en augmentation de 5 millions d'euros et c'est de tous nos budgets le budget qui a le plus augmenté entre 2016 et 2017. Avec les audits, nous nous donnons les moyens de faciliter les bonnes prises de décision des exploitations face à la crise. Nous nous mobiliserons sur la suite de ces audits, malgré les gels financiers de l'État, au risque de détériorer, bien sûr, nos ratios financiers. Et pour ce qui concerne la bio, si nous n'avons pas les moyens de compenser le retrait de l'État, lequel est beaucoup trop brutal, nous ne laisserons pas tomber les agriculteurs. J'ai commencé une discussion avec les représentants de l'agriculture bio pour que nous envisagions un accompagnement ciblé. Pour l'agriculture, notre stratégie est claire. Premièrement, structurer les filières pour produire plus de valeur ajoutée et mieux la répartir, car les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur travail. Deuxièmement, former les jeunes au métier de l'agriculture et soutenir leur installation. Troisièmement, favoriser l'alimentation à partir des produits locaux, dont l'objectif dans nos cantines de 50% de produits locaux et 20% de produits bio, alors que la restauration hors de domicile fait aujourd'hui appel à 40% de produits extérieurs à notre pays. C'est dire si le chemin à accomplir est quand même long. Dans cette optique, nous adhérons à la plateforme agri-locale, déjà utilisée par de nombreux départements, afin qu'il n'y ait pas redondance entre les outils régionaux et les outils départementaux. Et c'est un point majeur de notre stratégie, je veux insister, il faut parvenir à mobiliser tout notre territoire sur cette question de la reconquête des marchés locaux. Et à cette fin, je mettrai prochainement en place une task force publique-privée, réunissant tous les niveaux de collectivités, parce que dans nos collectivités, départements, comme agglomération, et je salue le travail qui est fait ici à Dijon et avec le département de la Côte d'Or sur la question effectivement de l'alimentation locale. Eh bien, avec les collectivités, il nous faut les acteurs privés de la transformation qui savent organiser la logistique, sans laquelle on ne changera pas d'échelle pour rapprocher l'offre des produits achetés par les consommateurs. Et puis, dernière chose, je ne ménagerai pas mes forces pour que cessent les faux procès à l'encontre des agriculteurs dont nous devons être fiers. C'est l'objet de la campagne de communication que nous avons lancée avec des spots télé, puis dans les réseaux sociaux, notre agriculture par cœur, et campagne que nous continuerons.
les autres schémas, sur l'internationalisation, ce qui est vraiment très important à avoir à l'idée, c'est que notre région est une région très ouverte sur l'Europe et sur le monde. Le solde entre les exportations et les importations de notre région est nettement positif, plus 4 milliards d'euros. Si toutes les régions françaises en faisaient autant, la France rattraperait l'Allemagne pour son export. Nous sommes la seule région de France, avec la Normandie, à avoir mis en place une plateforme qui réunit tous les acteurs de l'aide à l'export, CCI, Ubifrance, BPI, etc. Et ça, c'est capital pour les entreprises de façon à ce qu'elles voient leur action simplifiée et facilitée par rapport à cette question de la pénétration des marchés à l'export et du soutien que les acteurs publics peuvent amener. Le schéma qui vous sera présenté par Patrick Ayache permettra d'aller encore plus loin. Patrick Ayache sera aussi à la manœuvre pour l'autre schéma, celui du tourisme, pour lequel nous avons une ambition extrêmement forte, puisque ce schéma du tourisme s'accompagnera d'un engagement de 100 millions d'euros d'investissement. Je voudrais dire aussi un mot d'un schéma que l'on va rouvrir. Nous allons lancer les travaux à l'occasion de cette assemblée. C'est au sujet de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'INSEE a récemment montré que la Bourgogne-Franche-Comté crée davantage d'emplois dans la recherche et le développement que la moyenne de la France. Sachons-le et soyons-en fiers. Nous avons soutenu cette dynamique et nous continuerons de le faire en intervenant sur ce sujet très au-delà de notre compétence, mais à une seule condition, c'est que tous les acteurs tirent dans le même sens. J'ai évoqué l'éventualité d'une suspension des financements de la région. J'espère bien sûr ne pas en arriver là. Et nous n'avons pas le droit d'être désunis sur un sujet aussi décisif pour l'avenir de notre région. Il faut donc définir une stratégie collaborative, fédérative, qui réunit tous nos grands pôles de développement et d'enseignement et de recherche au niveau de l'enseignement supérieur. Belfort, Besançon, Dijon, Le Creusot, Clermont avec Arts et Métiers. Et nous allons rouvrir ce schéma en lien avec le schéma d'aménagement du territoire et en vue de la concertation que la ministre de l'Enseignement supérieur a lancée sur les regroupements d'établissements d'enseignement supérieur. Et je souhaite bien sûr parvenir à une stratégie absolument partagée avec toutes les collectivités sur ce sujet essentiel, parce qu'il n'y aura jamais de développement fort de notre région si nous n'avons pas les moyens de conforter de façon définitive notre enseignement supérieur. Enfin, je voudrais faire état ici très rapidement des démarches que j'ai menées avec l'ensemble des présidents de régions, de tous bords confondus, pour que nous puissions continuer de bénéficier des ressources qui nous sont nécessaires pour mener les politiques ambitieuses que nous voulons mener à l'égard de nos concitoyens. Alors je me félicite que le gouvernement ait honoré l'engagement qui avait été pris par la précédente majorité d'attribuer aux régions une fraction de la TVA à compter du 1er janvier 2018 pour remplacer la dotation générale de fonctionnement. C'est une petite révolution parce que la TVA est une ressource dynamique, aujourd'hui en progression de 3% par an, alors que la dotation globale de fonctionnement était soumise aux aléas des contraintes budgétaires de l'État. La DGF avait été gelée une première fois en 2011, puis rabotée de 200 millions d'euros en 2012 et réduite progressivement par les différents gouvernements qui se sont succédés. Dans un pays qui consacre près de 45% de son produit intérieur brut au prélèvement obligatoire et dont la dette atteint près de 100% du PIB, il serait irresponsable de refuser de prendre part aux efforts de redressement des comptes publics et de se poser des questions sur l'efficience des politiques publiques que nous menons. Nous l'avons fait durant le précédent quinquennat et nous continuerons de le faire. Nos concitoyens l'attendent. Mais tous
toutes les collectivités ne peuvent pas être logées à la même enseigne. Il y a celles qui ont été vertueuses, qui sont peu endettées, et nous en faisons partie. Et il y a celles qui n'ont pas encore engagé tous ces efforts. Si la Bourgogne-Franche-Comté devait consacrer toute son épargne pour se désendetter, il lui faudrait 2 ans et 10 mois, alors que pour la moyenne des régions françaises, c'est 5 ans et demi. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait depuis des années des efforts extrêmement conséquents en matière de restriction de nos dépenses, et que si nous allions plus loin, ce serait véritablement au détriment des services que nous rendons à nos concitoyens, que ce soit dans le domaine des lycées, des transports, des formations, du développement économique. Je pense que par contre, on peut franchir une étape supplémentaire en matière de recherche d'économie sur un territoire en engageant un mouvement entre les collectivités pour qu'il y ait des mutualisations de services d'une collectivité à l'autre, par exemple des cantines mutualisées, et je soumettrai des propositions en ce sens-là aux collectivités qui souhaiteraient aller peut-être de façon expérimentale dans ce sens à une prochaine CTAP que nous consacrerons exclusivement à ce sujet: comment dégager des économies sur un territoire en travaillant autrement entre les différents niveaux de collectivité. Mais pour revenir à la décision brutale qui est celle du gouvernement de ne pas inclure 450 millions dans la base de calcul de la TVA que nous recevrons à partir du 1er janvier 2018, eh bien, je suis forcément totalement solidaire de la colère de l'ensemble des régions, puisque ces 450 millions correspondent d'une part à 20 millions par an pour notre collectivité, et que ces 450 millions avaient été négociés l'année dernière dans le cadre du transfert de la compétence économique des départements aux régions, et que ce transfert, à ma connaissance, il n'est pas remis en cause, et que donc les dépenses que nous avons à mener, elles sont toujours là, et qu'il n'y a donc aucune raison que ce fonds qui avait été mis en place l'année dernière ne perdure pas. J'imagine que nous trouverons une solution, nous ne pouvons pas en rester là. Le dialogue est rompu au niveau national entre l'État et les régions. J'ai fait savoir qu'au niveau local, nous ne pouvions pas être dans une chaise vide, tant les sujets que nous avons à traiter avec l'État sont importants. Et donc, j'ai fait savoir à Madame la préfète que ce dialogue était maintenu au niveau local. Et c'est ainsi que nous avons reçu ensemble hier la ministre de la Culture pour l'introduire à nos sujets: orchestre unifié, FRAC réuni, fusion des CRL, diffusion de la culture sur tous les territoires et au plus profond des campagnes, comme nous allons l'expérimenter à partir de ce week-end dans les campagnes de Haute-Saône et de la Nièvre, avec un nouveau programme qui s'intitule Idylle. Et comme la météo sera avec nous, je vous suggère ces 2 destinations pour vous remettre d'une journée sûrement dense que nous allons connaître. Je vous remercie. Donc je vous remercie, et donc je vais maintenant donner la parole au président des groupes, Monsieur Sauvadet, Monsieur Oudoul, Monsieur Durin.